Nous en sommes maintenant au 9e jour du procès de Diddy. Dans une salle d'audience bondée de Manhattan, désormais au cœur de l'un des scandales les plus explosifs de l'histoire de la musique, quelque chose d'inattendu s'est produit, encore une fois. La cour avait déjà entendu des grands noms, Cassie, Will Smith, Monique. Mais soudain, sans crier gare, Ice Cube est entré, et l'énergie dans la salle a changé instantanément. Il n'était pas là pour faire une scène. Il ne courait pas après les caméras ou les gros titres. Il est entré avec détermination, tenant un dossier à la main. À l'intérieur, des connexions, des noms, des mémos vocaux et des documents qui ont fait taire toute la salle. À cet instant, tout le monde a réalisé que ce n'était plus seulement à propos de Diddy. Ce qu'Ice Cube exposait, c'était un système. Un système qui ne se contentait pas de protéger le pouvoir, mais qui l'imposait. Un système bâti sur le silence, alimenté par la peur et conçu pour récompenser l'obéissance. Ce n'était pas une question de gloire. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et dès l'instant où vous cessiez de jouer le jeu, vous n'étiez pas seulement écarté. Vous étiez effacé. Pendant des années, des noms circulaient en chuchotement, Jamie Foxx, Oprah Winfrey, Quincy Jones. Mais maintenant, ces chuchotements avaient des preuves. Et celui qui les apportait était Cube. Les reporters n'avaient à peine le temps de tout assimiler. Les flashs des caméras, le froissement des papiers, les avocats de Diddy essayant de garder leur calme. Puis, boum, les portes se sont ouvertes. Ice Cube, le regard fixé droit devant, comme s'il attendait ce moment depuis très, très longtemps. La tension a frappé comme une vague. Certains jurés se sont redressés, les yeux rivés sur lui. Même le juge a marqué une pause, visiblement déstabilisé. Et quand Diddy a enfin levé les yeux et réalisé qui venait d'entrer, son expression a complètement changé. « Je n'ai pas été invité », a dit Cube. « Je suis venu de mon propre chef. » Le juge a hoché la tête, et à cet instant, Cube a commencé à parler. Mais il ne parlait pas comme un artiste, pas comme un rappeur, pas comme la star de cinéma que les gens connaissaient. Il parlait comme un homme qui portait un secret depuis des années et qui en avait enfin assez de se taire. Il a regardé directement le jury et a dit, « Certains d'entre vous ne savaient pas que je n'étais pas dans leur cercle intime. » C'est ce qui les a le plus énervés. La salle est devenue silencieuse. Ce qui a suivi n'a pas seulement secoué la salle d'audience. Cela a brisé une illusion qui protégeait les puissants depuis des décennies. Cube a commencé par parler du « club », ce cercle secret dans le monde du divertissement que personne n'ose nommer, mais dont tout le monde sait qu'il existe. Ceux qui sourient sur les tapis rouges, qui concluent des accords derrière le rideau. Les gardiens, les courtiers du pouvoir. Ils ne vous accueillent pas parce qu'ils vous aiment, a dit Cube. Ils vous accueillent pour vous contrôler. Et si vous ne jouez pas le jeu, c'est là que ça commence. Il a tourné les yeux vers Diddy, qui était visiblement ébranlé. Ils annulent vos réunions. Ils répandent de fausses histoires. Ils lancent des rumeurs. Ils passent des appels que vous n'entendez jamais, mais dont vous ressentez l'impact. Cube a dit qu'il avait vu ça se produire pendant des années. De vrais artistes, des gens bien, invités dans un cercle doré, goûtant au succès, puis sommés de s'agenouiller, de signer des contrats, de jouer un rôle, de sourire pour les caméras. Et si vous disiez non, vous ne perdiez pas seulement des contrats, vous disparaissiez. Cube l'a dit clairement, Diddy n'était pas seulement dans le cercle. C'était lui qui tirait les ficelles. Les jurés se sont penchés en avant. La salle était figée. Même le juge semblait avoir besoin d'un moment pour assimiler ce qui venait d'être dit. Il s'est penché et a demandé, « Voulez-vous faire une pause ?» Cube n'a même pas cligné des yeux. Il a secoué la tête, s'est tourné vers le jury et a dit, « Vous voulez savoir pourquoi je suis ici ? Parce qu'ils ont essayé de briser quelqu'un que je respecte, Jamie Foxx. C'est là que le prochain secret est tombé. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Une célébrité après l'autre se présente, et le chaos ne fait que commencer. Les reporters ont arrêté d'écrire, les têtes se sont tournées. Cube a expliqué comment tout a commencé, comme toujours, des invitations amicales, des fêtes privées, des appels inattendus de personnes que vous n'auriez jamais imaginé avoir votre numéro. Jamie grimpait rapidement. Son talent était indéniable. Et c'est là qu'ils l'ont remarqué. D'abord, c'est un compliment, a dit Cube. Puis des faveurs, puis ça devient du contrôle. Il a raconté au tribunal que Jamie s'était confié à lui, discrètement, prudemment, avec de la peur dans la voix. Il te traite comme une famille, a dit Cube, mais seulement si tu joues le jeu. Et si tu refuses,
le silence répond à ta place. Cube a parlé des fameuses soirées basket, des SUV aux vitres teintées, des règles interdisant les téléphones, des invités étranges. Ce n'était pas juste du basket. Il a dit que c'était un test pour voir à qui vous obéiriez, qui vous questionneriez, et qui vous protégeriez. Jamie restait toujours respectueux, souriait, jouait le jeu en surface, mais il n'a jamais cédé complètement. Et c'est là que les choses ont changé. Soudain, Jamie était difficile. Soudain, sa santé était mise en question. Son nom a disparu des gros titres des films pour apparaître dans des blogs de ragots douteux. Cube a dit que l'urgence médicale de 2023, ce n'était pas juste un problème de santé. C'était un avertissement. Cube n'a pas arrêté là. Il a dit que le cercle intime de Didi ne se contentait pas d'organiser des fêtes. Il les enregistrait, collectait des images, constituait des dossiers. Les gens ne savaient jamais qu'ils étaient filmés, mais ils l'étaient. Et une fois qu'ils avaient ces images, ils les gardaient. Cube a raconté au tribunal que Jamie l'avait appelé après l'une de ses soirées. Il n'a pas beaucoup expliqué, mais ce qu'il a dit était glaçant. Cube, je ne peux pas en parler, mais je ne peux pas non plus oublier ce que j'ai vu. Et juste quand la salle ne pouvait pas devenir plus silencieuse, Cube a lâché un autre nom, Oprah. Ce n'est pas juste Puffy, a-t-il dit. Ça va plus loin. Il a expliqué que juste avant le grand moment des Oscars de Jamie, après Ray, au sommet de sa carrière, il a reçu un appel. C'était Oprah. Mais elle n'appelait pas pour célébrer. Elle a dit à Jamie, « Tu es en train de tout gâcher. » Jamie était stupéfait. Il pensait qu'elle l'appelait pour le soutenir. Au lieu de ça, elle lui a dit de se reprendre et a ajouté qu'elle allait le présenter à quelqu'un qui pourrait l'aider. Ce quelqu'un, c'était Quincy Jones. Cube a dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer qui était Quincy. Tout le monde à Hollywood le sait. Il a dit qu'en apparence, c'est une légende, mais en coulisses, il est craint. Oprah a emmené Jamie chez Quincy, mais ce n'était pas une célébration. Ce n'était pas un conseil. C'était autre chose. Jamie a dit à Cube que c'était l'une des nuits les plus étranges de sa vie. Ça ne ressemblait pas à de l'aide. Ça ressemblait à un entraînement, comme s'il était préparé pour quelque chose. Cube a dit que Jamie n'a jamais expliqué pleinement ce qui s'était passé cette nuit-là, mais le regard dans ses yeux quand il a essayé de le faire, c'était suffisant. Oprah appelait ça de la responsabilité. Quincy appelait ça un héritage. Mais ce qu'ils lui ont vraiment donné, c'était une laisse. Après cette rencontre, Jamie a commencé à changer, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il y était forcé. Cube se souvient qu'il disait, la seule façon de survivre dans ce jeu, c'est de faire semblant. Et Cube a dit qu'il l'a vu faire semblant pendant des années, mais aujourd'hui, plus personne ne fait semblant. Cube s'est adossé à sa chaise, calme, sérieux. Et il a dit, Quincy Jones n'est pas juste un producteur. C'est le parrain. La salle d'audience est figée. Cube a regardé le juge. Ce n'est pas du ragot, a-t-il dit. C'est la vérité, et ça doit être consigné. Il a décrit Quincy comme quelqu'un qui est loué en public, mais craint en privé. Quelqu'un dont le pouvoir ne venait pas seulement de son talent, mais de ce qu'il avait sur les gens. On n'atteint pas ce niveau de pouvoir sans faire des deals, a dit Cube. Et je ne parle pas de deals musicaux. Je parle d'échanges d'armes. Il a expliqué que Jamie n'avait pas été présenté à Quincy par hasard. Cette rencontre était organisée, un passage de relais d'un gestionnaire à un autre. Jamie lui a dit que ce n'était pas du mentorat. C'était une instruction. Selon Cube, Quincy faisait passer ça pour du mentorat, mais Jamie savait la vérité. J'avais l'impression d'être traité, pas aidé. Traité. Et Jamie n'était pas seul. Cube a dit qu'il avait entendu des histoires similaires d'autres hommes dans l'industrie. Des hommes talentueux qui ont disparu, qui ont eu des breakdowns publics, qui ont changé d'image du jour au lendemain et n'ont plus jamais été les mêmes. Le charme de Quincy, c'est peut-être une façade, a dit Cube, mais le message est le même que celui de Didi, fais ce qu'on te dit, ou tu ne travailleras pas. Puis il a lâché quelque chose de encore plus sombre. Cube a dit qu'il avait vu des photos privées qui circulaient en secret au fil des années. Des images qui n'étaient pas censées exister. Dans chacune d'elles, Quincy était là, souriant. Mais les gens sur les photos, eux, ne souriaient pas. Cube a dit au tribunal qu'il ne pouvait pas tout confirmer, mais il pouvait confirmer ceci, Quincy n'est pas juste un mentor. C'est un intermédiaire. Et ceux à qui il rendait compte, on ne connaît toujours pas leur nom. Puis il s'est redressé un peu plus.
Vous voulez savoir comment ils vous réduisent au silence, a-t-il demandé. Ce n'est pas juste la peur, c'est le chantage. Cube a dit, le pouvoir de Didi ne venait pas seulement de son argent. Il venait des secrets qu'il gardait, des vidéos, des dossiers, des enregistrements collectés sur des décennies, lors de fêtes, dans des hôtels, des studios, des jets privés, tout organisé, tout conservé, tout transformé en armes. Il ne vous invite pas juste à faire la fête, a dit Cube. Il vous filme à ses fêtes. Il s'est tourné vers l'accusation. Vous voulez savoir pourquoi tant de gens sont restés silencieux? Demandez combien ont reçu un disque dur par la poste. Demandez combien ont reçu un appel masqué diffusant un enregistrement de quelque chose dont ils ne se souviennent même pas. Demandez combien de carrières ont disparu après qu'ils ont dit non. Et Jamie n'était pas le seul. Cube a dit qu'il connaissait 2 autres acteurs qui avaient été pris dans les événements de Didi. L'un d'eux l'a même appelé, terrifié, disant qu'il s'était évanoui après minuit et s'était réveillé dans une chambre d'hôtel avec un contrat sur la table. Ice Cube a passé les dernières minutes à parler des ogres Jamie Foxx, Quincy Jones, le système, le silence, mais maintenant, il a braqué les projecteurs sur lui-même. Je suis allé à une de ces fêtes, a-t-il dit. Juste une fois. C'était au début des années 2000. Pas d'invitation officielle, pas de flyer, juste un nom, une heure, et un SUV noir qui l'attendait devant son hôtel. Ils appelaient ça une soirée de réseautage. C'est toujours comme ça qu'ils appellent ça. Cube a dit que la voiture l'a conduit dans les collines d'Hollywood, jusqu'à une longue allée sinueuse. Il est arrivé dans un immense manoir à Beverly Hills. La grille s'est refermée derrière lui. Le bruit de la fermeture était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. On lui a pris son téléphone à la porte. Pas de caméra autorisée, mais il y en avait beaucoup qui observaient. À l'intérieur, ce n'était pas une fête. C'était un piège. Les lumières étaient basses, trop basses. Pas de musique, pas de rire, pas de champagne. Juste des voix étouffées, des groupes éparpillés qui chuchotaient, et des agents de sécurité postés à chaque coin, comme s'ils gardaient quelque chose ou quelqu'un. L'ambiance était complètement faussée. Et puis il y avait les pièces, des portes sans inscription, certaines légèrement entr'ouvertes. Cube a dit qu'il pouvait entendre des choses étranges, des sons qui ne correspondaient pas à l'ambiance. Et derrière certaines de ces portes, des choses qu'il ne voulait même pas imaginer. Il a vu des visages familiers, des célébrités, des stars de premier plan, mais ils ne semblaient pas être eux-mêmes. Certains avaient l'air hébétés, d'autres effrayés, d'autres semblaient ne même pas savoir où ils étaient. Puis est venu le moment qui a tout changé. Cube a dit qu'il a tourné un coin et a vu un homme qu'il admirait, l'un des plus grands noms du milieu, affalé sur un canapé, les yeux grands ouverts, vide. Et en face de lui, une caméra enregistrait, silencieuse, observatrice. C'en était trop. Cube est parti. Pas de questions, pas de bavardage. Il n'a pas dit au revoir. Il est simplement sorti, est remonté dans la voiture et est resté silencieux pendant tout le trajet du retour. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, il a reçu un appel. Pas d'identifiant, pas de salutation, juste une phrase, on t'a vu partir. Cube a dit au jury que rien d'autre n'en est sorti. Pas de menace directe, pas de suivi, mais il n'en avait pas besoin. J'ai compris le message, a-t-il dit, haut et fort. Cette nuit-là est restée avec lui pendant des années. Elle a changé sa façon de voir l'industrie, les gens, le succès. Ce n'était pas une fête, a dit Cube au jury. C'était un piège. Puis il s'est tourné vers Didi, calme, maîtrisé. Tu n'as pas seulement ruiné des vies, a-t-il dit. Tu les as filmées avant. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse. Même l'avocat de Didi, habituellement prompt à interrompre, chuchotait rapidement à son oreille. Mais Didi ne bougeait pas. Son visage était pâle, sa mâchoire crispée, ses yeux fixés sur rien. Parce que cette fois, les caméras n'étaient pas sous son contrôle. À ce stade, la salle d'audience ne ressemblait plus à une salle d'audience. On aurait dit une confession. Même l'équipe juridique de Didi avait cessé de faire objection. Il n'y avait plus rien à dire. Mais Ice Cube n'avait pas fini. Pas encore. Ils n'ont pas seulement essayé de faire taire Jamie Foxx, a dit Cube. Ils ont essayé de l'effacer. Ils voulaient dire exactement ce qu'ils disaient. Cube a expliqué au jury qu'à Hollywood, le silence n'est pas une option. Il est imposé, non par des menaces directes, mais par un schéma, une stratégie. Le genre de stratégie qui fait disparaître quelqu'un sans que personne ne s'en rende compte.
Après que Jamie a commencé à s'éloigner du cercle de Diddy, les choses ont commencé à s'effondrer stratégiquement. D'abord, les rôles se sont taris. Des projets dans lesquels il avait déjà été casté étaient soudainement reportés. Les réunions étaient annulées les unes après les autres. Des collaborateurs avec lesquels il avait travaillé pendant des années ont soudain cessé de répondre au téléphone. Cube a dit que ça ne semblait pas aléatoire. Il a sorti un document, un calendrier montrant les engagements professionnels de Jamie entre 2019 et 2021. En surface, ça ressemblait à un ralentissement normal dans l'industrie. Mais Cube a souligné quelque chose de glaçant, une série d'annulations consécutives, toutes liées à des entreprises connectées à Bad Boy, Revolt, ou l'une des nombreuses entreprises satellites de Diddy. Il a laissé le document là, preuve silencieuse. Cube a dit que ça ne s'arrêtait pas aux emplois. Ensuite, il y a eu les chuchotements, les blogs de ragots, les sources prétendant que Jamie était instable, imprévisible, en perte de contrôle. Il ne perdait pas la tête, a dit Cube au tribunal. Il se libérait, et ça ne leur plaisait pas. Puis est venu l'incident de santé. Cube a marqué une pause, a baissé les yeux, a pris une inspiration. Vous pensez vraiment que c'était naturel, a-t-il dit doucement. Un homme en pleine forme s'effondre sur un plateau juste après avoir commencé à parler de ce qu'il avait vu. Il ne pointait pas du doigt directement, mais le poids de ses mots était clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet hôpital, a-t-il dit, mais je connais la peur. Je connais les représailles. Et ce n'était pas juste une urgence médicale, c'était un avertissement. Selon Cube, Jamie avait eu plusieurs occasions de revenir. On lui a proposé de nouveaux contrats de film, des tournées de presse, des arcs de rédemption. Tout ce qu'il avait à faire était de jouer le jeu serré des mains, sourire, faire comme si rien ne s'était passé. Mais Jamie a refusé. Et c'est là que ça a escaladé. C'est là qu'ils ont essayé de le remplacer. Cube a dit que c'est à ce moment-là que les rumeurs de « Globe » ont commencé. Les gens ont commencé à tout remettre en question. Était-ce vraiment Jamie? Était-il encore en vie? Pourquoi évitait-il le public? Cube n'a pas appelé ça une conspiration. Il a appelé ça une tactique. C'est ce qu'ils font, a-t-il dit. Ils vous démontent pièce par pièce jusqu'à ce que même vos fans ne sachent plus ce qui est vrai. Sa voix s'est adoucie à nouveau. C'est comme ça qu'ils gardent leur pouvoir. Pas seulement avec la peur, mais avec l'effacement. Puis Cube s'est tourné vers le jury, son ton s'est durci. Ce n'est pas une question de musique, a-t-il dit. Ce n'est même pas une question de fête. C'est une question de contrôle. Il a regardé chaque juré dans les yeux, puis a fait un signe de tête vers l'accusation. Il ne façonne pas seulement ce qu'on écoute. Il façonne ce qu'on croit, ce qu'on craint, qui on suit. Hollywood, a-t-il expliqué, n'était pas seulement une industrie. C'était une machine conçue pour prendre une véritable identité, un véritable traumatisme, et le revendre comme du divertissement. Vous pensez que c'est la liberté? A-t-il demandé. Non, c'est scénarisé. Chaque album poussé, chaque film financé, tout est conçu. Puis il a lâché la phrase qui a fait frémir la salle. Les mêmes personnes qui ont poussé la musique de prison, a dit Cube, possèdent la prison.